Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 10 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui est sorti hier, dimanche soir sur Wakanim, à 18h34 et qui est un épisode un peu spécial puisque je vais pouvoir me livrer aujourd'hui envers vous et me poser des questions sur cet épisode et pouvoir m'adresser directement aux personnes qui ont vu seulement l'animé et aux personnes qui ont vu l'animé et qui ont lu les scans. Car une des problématiques principales de faire des vidéos sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, c'est qu'on a deux types d'audience. On a les personnes qui sont anime only avec qui on va pas pouvoir développer l'intégralité des intrigues qui nous passent par la tête lorsqu'on regarde l'animé par peur de spoiler. Et on a les manga readers uniquement qui vont regarder nos vidéos qu'on va faire par rapport aux chapitres qui sont sortis et par rapport au chapitre 138 qui est sorti la semaine dernière. Et c'est effectivement très dur pour un youtubeur de devoir jongler entre les deux. Il faut directement prendre position et dire à son audience si on a déjà été spoilé et si on a lu les scans ou si on découvre l'épisode, si on découvre l'animé et si on n'a aucune information sur la suite du déroulé des aventures d'Eren et du bataillon d'exploration. Et là où ça devient un petit peu compliqué, c'est si on a déjà les connaissances, si on a déjà lu le scan, on ne peut pas être surpris, on ne peut pas être par des réactions exagérées lorsqu'on regarde l'animé si on sait précisément ce qui se passe par la suite dans les scans, et ça va poser problème sur certaines scènes, notamment sur la scène où on reconnaît Eren, où certains youtubeurs se sont un petit peu retenus de reconnaître Eren par peur de passer pour des personnes qui avaient lu le manga et qui s'étaient dit à ce moment-là non, je ne vois pas qui c'est, alors que trait pour trait, l'intégralité du monde avait compris que c'était Eren, et même sur Twitter, il y a pas mal de posts pour nous faire comprendre que c'était Eren. Et c'est très difficile aujourd'hui, même si on est anime only, de ne pas se faire spoiler sur la suite des événements, tant le manga prend de l'importance, puisqu'on arrive sur la fin de la série et qu'on a énormément de threads sur Twitter, on a énormément d'informations sur YouTube, nous déroulons un petit peu les théories pour la fin de l'arc Shingeki no Kyojin, puisque pour rappel, dans les scans, il ne reste que 2 scans avant la fin de l'œuvre, et qu'aujourd'hui, quand on est youtubeur et qu'on est en échange perpétuel avec sa communauté, c'est très compliqué de ne pas se faire spoiler. On a eu le cas de Riles, qui a tenté de faire une théorie alors qu'il se présentait comme anime only et qui s'est fait un petit peu bâcher, qui s'est fait un petit peu accuser d'avoir lu les scans en secret et d'avoir fait une théorie qui correspond parfaitement à ce qui se passe dans le manga. Et c'est là que c'est un peu compliqué pour les youtubeurs eux-mêmes qui n'ont pas lu les scans et qui ont vu que l'animé, parce qu'en fait, dès qu'ils vont essayer de faire une théorie, ils vont faire une théorie à une audience qui potentiellement a déjà lu les scans. Donc en fait, si tu te trompes, on va se foutre de ta gueule, parce qu'en fait, tu t'adresses à des gens qui ont beaucoup plus d'informations que toi, et dans ce cas-là, ton rôle un petit peu de youtubeur, de diffuseur d'informations est un peu réduit, puisque ton audience a plus d'informations sur l'œuvre que toi, et si jamais tu vises juste, on va t'accuser d'avoir lu les scans. Donc en fait, aujourd'hui, faire des théories, c'était anime only, c'est un peu compliqué, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réservé vraiment aux gens qui ont lu le manga, parce qu'en fait, ils ont lu le manga, et ils s'adressent à une audience qui est au même niveau de l'œuvre qu'eux. Et c'est quelque chose d'assez unique aujourd'hui dans l'histoire de la diffusion d'informations et des reviews, puisque en fait dans toutes les reviews qu'on avait, que ce soit Game of Thrones ou n'importe quel manga, on n'a pas une scission aussi clivante entre les anime only et les manga readers, dû au fait que là on arrive sur la fin de l'œuvre et sur la dernière saison et qu'il y a beaucoup d'intrigues qui vont se dénouer. Mais toute cette introduction pour vous dire que sur cet épisode on va avoir quelques points de scénario en commun sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble, et ça je suis super content de pouvoir faire cette review parce qu'à partir de maintenant il y a des informations que je vais pouvoir partager avec vous, moi qui ai lu le manga et qui ai regardé l'animé, et je suis très content d'en être arrivé là et d'arrêter de me retenir, d'arrêter de me spoiler ou d'arrêter de ne pas divulguer certains éléments qui sont présentés dans l'animé mais qui pourraient être vraiment casse-gueule pour quelqu'un qui regarde uniquement l'animé. Donc voilà un petit peu pour mon introduction et pour où on en est. On va développer les différentes intrigues de cet épisode. On va commencer directement sur la rencontre entre Eren et Ensi qui est assez violente, puisqu'on voit que Eren est complètement en accord avec le massacre qu'il a fait à Revelio. Et on a une petite scène pour nous montrer qu'il y a vraiment une fracture entre Eren et la chef du bataillon d'exploration, celle qui passe après Erwin, je parle bien sûr d'Ensi, qui se fait complètement écraser par le charisme d'Eren, qui va la choper par le col et qui va lui demander s'il avait une autre solution. Et c'est bien ça le but du sujet et la première question. Est-ce que le bataillon d'exploration avait une autre solution à proposer que le massacre d'Eren? Donc pour nous expliquer un petit peu en détail comment est-ce que Eren en est arrivé là et comment il a eu une scission avec le reste de l'île du paradis et comment il a pris la décision seul d'aller directement attaquer les habitants de Revelio, on ne sait pas comment il a fait, mais on va avoir des flashbacks pour nous essayer de nous aiguiller un petit peu sur ce point-là. Donc, on a la deuxième partie du flashback qui va nous présenter un peu plus d'informations. On a vu déjà dans l'épisode de la semaine dernière que Yelena est venue avec un tas d'informations, un tas de causes, un tas de conséquences. Elle leur a fourni un petit peu l'état des lieux de la géopolitique à l'international. Elle leur a donné ce qu'elle pouvait en termes de technologie, notamment des armes et de la logistique. Elle leur a donné également leur principale arme, qui est le grand terrassement,
parce qu'il possède le titan originel et la famille royale. Elle leur a donné pas mal d'informations, mais aujourd'hui, ce serait plus stratégique de s'allier avec un acteur encore externe. Et on a donc les habitants de Izul qui se présentent, qui sont des alliés de Yelena et qui vont un petit peu venir avec pour prétexte que Mikasa serait une descendante de leur civilisation. Donc ils vont expliquer un petit peu pourquoi. Je vais pas revenir dessus, tu as certainement déjà regardé l'épisode. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui Isayama nous donne cette information-là. Pourquoi est-ce qu'il donne un background sans nous le donner vraiment à Mikasa? Pourquoi est-ce qu'il veut faire d'elle une étrangère, une peuple d'Izul? Est-ce que ça va nous amener des réponses par rapport à la résolution finale, qu'on soit en animé ou qu'on soit en scan? Je sais pas. Comme je sais qu'Isayama ne fait rien au hasard, je me dis qu'ici il y a peut-être une piste à aller creuser, que ce soit pour la résolution du massacre de Réveillon des Reines qu'on a dans l'animé, ou que ce soit dans le prochain rôle que va avoir Mikasa dans les scans. Donc ça, c'est une première chose que je peux parler avec vous aujourd'hui, parce qu'on n'a toujours pas les éléments de résolution, qu'on soit manga reader ou anime only, on ne sait toujours pas pourquoi cette approche a été amenée par Isayama. Mais la réponse qui nous est donnée dans l'épisode, c'est que aujourd'hui, le peuple d'Izul était quelqu'un qui s'intéressait vraiment aux ressources énergétique de l'île du paradis. C'est quelque chose qui nous est développé directement par Sig, puisque Sig a fait derrière ça un plan majestueux où il a embrigadé non seulement Yelena et une partie du peuple Mar, celle qui allait accoster sur le paradis, et également ce autre pays, le pays asiatique, le pays d'Izul, qui va vouloir les aider, qui va vouloir faire le point de liaison entre l'île du paradis et le reste du monde en échange de toutes les ressources, ou en tout cas en échange du monopole des ressources de l'île du paradis. Et ça va être un premier élément de scission, puisqu'elle va ramener un plan en 3 chapitres. Un plan en 3 chapitres qui est de retaper l'île du paradis au niveau technologie et l'amener au-dessus de la menace du grand terrassement, c'est-à-dire en fait dans le monde géopolitique tel qu'il nous l'est donné, la technologie devient supérieure aux titans, donc il propose de partager cette technologie avec le peuple eldien pour qu'ils aient une menace, une puissance de frappe autre que la carte du grand terrassement qu'ils peuvent jouer. Mais pour ce faire, il va falloir 50 années de préparation, 50 années de développement industriel et militaire pour pouvoir arriver à une défense stable leur permettant d'échapper à cette alliance en géopolitique. Et pour pouvoir survivre pendant ces 50 d'années, il faut qu'on ait la menace du grand terrassement. Et pour ce faire, il va falloir que le peuple eldien de l'île du paradis possède et Eren et une personne lignée de sang royal, pour avoir le sang royal et le titan originel. Et donc, le plan de Sig, c'est de faire des enfants à Historia et de transférer le titan bestial de génération en génération pendant 50 ans pour pouvoir toujours avoir cette carte de la menace et éviter les attaques du peuple à l'extérieur. Donc, je me demande aussi pourquoi est-ce que Sig demande à Historia de faire ça et pourquoi est-ce que c'est utile qu'Historia ait le titan bestial. En fait, Historia pourrait mener sa propre vie directement puisqu'elle est directement de sang royal, faire des enfants comme elle le pense parce qu'elle est de sang royal, et comme il y aurait toujours Eren transféré de 13 ans en 13 ans son titan, je ne vois pas pourquoi est-ce que Historia doit récupérer le titan bestial. Et c'est une des questions que je me pose, que tu sois anime only ou que tu sois manga reader, c'est une interrogation où on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. Est-ce que c'est un défaut du scénario pour pouvoir un petit peu nous laisser Sig vivant, puisque Sig va être vivant du fait que Historia est enceinte, elle ne peut pas donc se transformer en titan pour pouvoir prendre le titan bestial à Sig, hein. C'est une information qu'on n'avait pas et qui nous est révélée maintenant, mais c'est le premier personnage qui est enceinte dans l'attaque des titans, donc c'est normal qu'on ait l'information maintenant. Mais c'est vraiment une question que je me pose, pourquoi est-ce que Yelena doit forcément avoir le bestial? Le titan bestial n'a aucun rapport avec le grand terrassement, le titan bestial peut être avalé directement par quelqu'un d'autre en attendant, hein. C'est pas la peine qu'Historia soit enceinte, et Historia, elle peut faire une engeance volontairement, je dirais, moins de manière artificielle que la manière dont on nous l'a présenté, pour pouvoir jouer cette carte du grand terrassement à long terme. Mais bon, on a ces interrogations, mais en tout cas, lui, Eren, l'a pris au pied de la lettre le plan de Sig, et il va décider petit à petit de s'écarter un petit peu de la discipline et de l'organisation de l'île du paradis pour pouvoir faire son propre plan et pour pouvoir sauver Historia, puisqu'apparemment, il a un lien un peu plus fondé, un peu plus fort avec Historia, avec la reine Historia, et donc il va être en contradiction avec les plans de Sig qui nous a présentés à travers le peuple d'Izul. Une des scènes qui est également important dans cet épisode, c'est la scène de flashback et qui va servir aussi de point de ralliement pour toutes les personnes qui pensent que Eren a un plan derrière ce qu'il fait, que tu sois anime only ou que tu sois manga reader, c'est la même chose. Sur le train, Eren aurait dit à l'intégralité de ses bataillons qu'il ne veut léguer son titan originel à aucun de ses camarades parce qu'il veut que ceux-ci vivent longtemps, il veut que ceux-ci aient une vie longue, il ne veut pas que ceux-ci soient blessés. Pourtant, comme le souligne Connie, Eren a bien embarqué l'intégralité de ses amis sur Revelio pour commettre le massacre
omettant de les mettre en sécurité puisqu'il les a directement déplacés en première ligne. Mikasa tente de se défendre en disant que oui, Eren a confiance en leur capacité, etc. Mais le but aujourd'hui dans ce manga, c'est de savoir quelles sont les motivations d'Eren et quelles sont les motivations d'Eren pour le massacre des Réveilleux, mais également pour la suite des événements qui va se dérouler. Et est-ce que Eren fait ça pour protéger ses amis ou est-ce que Eren fait ça pour sa quête de liberté individuelle? Est-ce qu'il a une motivation individuelle ou est-ce qu'il a une motivation de groupe? Et ça va être le nerf de la guerre sur pas mal d'événements qui vont se passer durant l'attaque des Titans et c'est un des éléments charniers de cette deuxième partie de l'œuvre. Donc je voulais également en parler avec vous si vous avez des avis sur la question parce que même en tant que manga reader aujourd'hui, on n'a pas vraiment toutes les informations en main, en tout cas décerné par l'auteur pour pouvoir se faire directement une interrogation sur cette question-là. Et c'est intéressant d'avoir aussi les anime only qui arrivent sur cette problématique-là. Quelles sont les intentions d'Eren? Est-ce qu'il veut protéger? Est-ce qu'il veut détruire? On ne sait pas vraiment, même s'il nous est montré comme un personnage glissant de l'antagonisme, du protagonisme à l'antagonisme, on ne sait pas vraiment ce qui anime ce personnage. La dernière scène qu'on a et qui va nous poser également des questions, c'est qu'on voit que Historia est directement enceinte. Donc pour pouvoir contrer un petit peu le plan de Sig qui est exécuté par le bataillon d'exploration et par les Eldiens de l'île du Paradis, il y a deux choses. Eren est parti ravager Revelio et Historia a fait en sorte d'être enceinte avec un mystérieux fermier qui, selon l'armée, n'est pas quelqu'un de problématique, mais qui est pour nous lecteurs, on ne sait pas vraiment, on n'a pas l'identité de ce personnage, on voit que son visage nous est caché, Isayama ne nous donne pas clairement l'identité de ce personnage, donc à savoir ce que Eren est le père d'Historia, ou est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il y a une relation entre les deux, et ça même, quand tu as lu les scans, tu n'as pas vraiment d'informations sur ça, donc c'est hyper intéressant aujourd'hui d'avoir toute la communauté sur le même niveau d'information, et savoir quel est le père de Historia. Si c'est Eren, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, quelles sont ses intentions? Et pour la suite, on va essayer de se poser également ces questions-là pour essayer de rallier les différentes théories et arriver à un final qui dénouerait un petit peu, qui répondrait à toutes ces questions qu'on a. Donc voilà un petit peu ma vidéo pour l'épisode 10, qui est un épisode que j'ai très apprécié et qui nous déroule un petit peu les événements du passé et du futur, parce qu'on est sur deux problématiques. Eren, qu'est-ce qu'on va faire d'Eren qui est aujourd'hui emprisonné dans une cellule et qui est hostile, agressif envers les habitants de l'île du Paradis et le bataillon d'exploration et qui veut n'en faire qu'à sa tête. On a Sig qui a tout préparé depuis maintenant 4 ans et qui se trouve là sur l'île du Paradis et apparemment tout se passe un petit peu trop comme il l'envisage. Comment va réagir l'armée? Comment va réagir Mikasa et Armin qui commencent à comprendre que dans leur noyau dur, Mikasa, Armin et Eren, il commence à y avoir une fracture et qu'ils ne vont plus pouvoir suivre leur ami d'enfance qui les a toujours guidés vers la liberté. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!